Vidéo, que tu as un tout petit peu d'argent, ne fût-ce que 1 € par mois à donner à ma chaîne pour me supporter, pour que j'achète du meilleur matériel ou simplement pour remercier pour le temps que je prends, eh ben, tu t'inscris et tu auras accès à cette vidéo. Sinon, tu dois juste te contenter de la vidéo sur Ned Diaz contre Leon Edwards et sur celle-ci entre Israel Adesanya et Marvin Vettori, le rematch. On analyse ça tout de suite. Rematch 2018, 14 avril 2018, deuxième combat à l'UFC pour Israel Adesanya. Il gagne par décision partagée contre Marvin Vettori. Et depuis, 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires, 5 victoires, 6 victoires, 7 victoires qui lui ont permis d'avoir le titre intérim en middleweight, de le gagner ensuite contre Whittaker, de le défendre contre Romero et contre Costa, et puis d'aller s'incliner chez les poids lourds légers contre Blachowicz. C'était dans son dernier combat en mars. Marvin Vettori, quant à lui, depuis ce combat-là, 1, 2, 3, 4, 5 victoires. Un peu moins actif qu'Israel Adesanya, mais sur une belle série de victoires, avec pas mal de combats annulés. Il n'a pas eu de chance à ce niveau-là. Donc, tout ce qu'on peut dire, ils se sont rencontrés aux 2 tiers de leur carrière. Et donc, il y a eu pas mal d'évolutions de part et d'autre depuis. Ça, c'est assez clair. Est-ce que le son enregistre? Oui, le son enregistre. Ça, c'est très, très bien. Donc, on va revenir sur la décision du premier combat. Ça va être rapide. Moi, j'ai revu le combat. Pour moi, c'est très facile à côté. Pour moi, c'est 29-28 Israel Adesanya. Premier, deuxième round pour Adesanya. Le deuxième est le plus décisif, certes, mais le premier n'est pas spécialement serré. Je ne comprends pas comment Chris Lee, il devrait changer de nom parce que j'aime pas qu'il s'appelle Chris, lui il fait beaucoup de mauvaises décisions, a donné le premier à Marvin Vettori, honnêtement, en étant neutre. Le combat a eu lieu il y a tellement longtemps et puis ça change rien, il y a un rematch maintenant pour la ceinture. Bref, et Marvin Vettori clairement prend le troisième. C'était pas la plus grande domination qu'on ait jamais vue, c'est pas un 18 du tout, mais il prend le troisième. Et la question qu'on peut se poser, c'est que se serait-il passé si ça allait au 5e round? Est-ce que cette question mérite d'être posée aujourd'hui? Je dirais non, parce que, encore une fois, ce n'était que le deuxième combat d'Israel Adesanya à l'UFC. Entre-temps, il a pas mal d'expérience en 5 rounds. Il s'est préparé pour plusieurs 5 rounds. Il s'est préparé, je pense, là, ça va être son 5e 5 rounds pour lequel il se prépare. Donc, 5 rounds contre Kelvin Gastelum, il les a atteints et il était encore dans le fight dans le 5e, mais il n'y a pas eu beaucoup d'échanges en grappling, ça change beaucoup. Il s'est préparé pour 5 rounds contre Whittaker, ça n'a pas été jusque-là, mais il s'était préparé pour. Contre El Romero, ça a fait les 5 rounds, mais faible volume. Contre Paulo Costa, il s'est préparé pour 5 rounds, mais ça n'y est pas été. Et il s'est évidemment préparé pour Jan Blachowicz pour 5 rounds. Clairement, la qualité de ses rounds a diminué avec le temps, mais c'est en light heavyweight, pardon. Donc, on peut mettre des arguments dans un côté comme de l'autre. Dans les deux cas, ce sera une spéculation. C'est-à-dire qu'on peut dire, je crois que son cardio s'est pas spécialement amélioré parce que les seuls 5 rounds qu'il a fait, c'était soit faible volume de jeu contre Romero, soit plus haut volume de jeu, mais dans son domaine de prédilection en pied-point avec très peu d'échanges en grappling. Contre Vettori, il a fatigué parce qu'il y a eu plusieurs échanges de grappling et on l'a vu contre Blachowicz. Et puis dans l'autre sens, on peut dire mais il a ralenti contre Blachowicz parce qu'il combattait contre quelqu'un qui était 4 fois plus lourd que lui. Et évidemment qu'on fatigue quand on a des échanges de grappling contre quelqu'un de plus lourd et de plus fort que soi. Donc voilà, personnellement, je vais pas vraiment faire de spéculation là-dessus. Je pense que les deux arguments peuvent se valoir. Pour moi, il n'y a pas une vérité là-dedans. Nous, en tant que fans, on peut pas avoir une vraie vérité là-dessus. Clairement, Vettori a montré, il sort de 2 fois 5 rounds à la décision. Il a montré que son niveau d'énergie savait tenir jusque-là, qu'il savait continuer à réussir des amenées au sol dans le 5e round. En tout cas, quand il s'est imposé son jeu, c'est clair et net que son cardio tient la route et que c'est une des options pour lui pour gagner ce combat. Il n'y a pas beaucoup à analyser, je vais dire, sur ce combat, dans le sens où on sait qui veut faire quoi.
Alors ça reste du MMA. Est-ce que Israel Adesanya peut soumettre Marvin Vettori? Oui, parce qu'on en a vu, on a tout vu cette année. On a vu Rodolfo Vieira et Jacare Souza se faire soumettre par des gars qui ne sont pas supposés être des meilleurs grappleurs qu'eux. Et on a vu un Jorge Masvidal se faire mettre KO contre Kamaru Usman. Mais Kamaru Usman, vraiment, il devient un excellent striker. Mais bref, est-ce que Vettori peut mettre Adesanya KO debout? Oui. Adesanya s'est bien fait surprendre contre Gastelum. Et je pense que Gastelum est peut-être un meilleur striker que Vettori. Mais Vettori peut trouver ses ouvertures. Donc ça reste du MMA. Tout est possible. Cependant, les plus grosses probabilités, c'est que si ça reste debout, si la majeure partie du combat est debout, ça va à l'avantage d'Adesanya. Si c'est beaucoup en grappling, ça va à l'avantage de Marvin Vettori. Je ne dois pas être un expert pour pouvoir le dire. Je vais juste prendre mes notes ici parce que je ne les ai pas lues avant, parce que là j'enchaîne. Voilà, le premier truc que j'ai noté, Adesanya va chercher à rester debout, principalement au kicking range. À l'inverse, on a un Vettori qui va essayer de casser la distance, de grappler, et s'il n'arrive pas à amener au sol, de fatiguer au clinch et de maintenir ce clinch. Pourquoi? On l'a vu dans le premier combat, Vettori n'était pas ultra à l'aise en pied-point, vraiment pas. Par contre, il arrivait assez facilement, je ne vais pas dire facilement, mais il arrivait plusieurs fois à casser la distance, à maintenir le clinch, et on l'a compris, on a un Blachowicz qui a montré un blueprint pour battre Adesanya en MMA, mais c'est le blueprint des light heavyweight. Est-ce que Vettori va pouvoir l'appliquer? Encore une fois, c'est de la spéculation. Vettori, clairement, a un sacré physique. Clairement, c'est un bulldozer. Clairement, il a de la force. Il est plus petit, plus compact. On peut s'attendre à ce que sa force absolue soit plus élevée que celle d'Adesanya. La force relative, c'est peut-être à égalité. Mais encore une fois, c'est de la spéculation. Peu importe. La seule chose qui est sûre et certaine, c'est que Adesanya a une meilleure allonge. Il est plus grand. Il est plus expérimenté en pied-point. Si Vettori reste au kicking range de Adesanya, ça va être un punching bag. Il va être un punching bag. Il va se faire toucher toute la soirée. Donc il a le choix. Soit il se fait toucher, il se fait toucher, il se fait toucher et il perd le combat. Soit il accepte de se faire toucher et il essaye de faire quelque chose avec ça. Parce que clairement, il doit rentrer dans ce combat en se disant « je vais prendre des frappes debout ». C'est clair et net. Et donc, c'est dans son intérêt de accepter cette situation, se dire « ok, je vais me faire toucher, mais quitte à me faire toucher, autant en profiter pour arriver dans un range que moi je veux. Mon boxing range, ou encore mieux, le clinch, le grappling, et chercher à amener au sol. » Stratégiquement, c'est très simple. Encore une fois, pas besoin d'être un expert pour dire ça. Et en plus de ça, ce sont des informations que j'ai déjà données sur ma chaîne. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. Désolé de me répéter, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Premier combat, Adesanya doit faire la même chose de ce point de vue-là contre Vettori. Il a utilisé énormément de feintes et Vettori réagissait beaucoup aux feintes. Ça va lui permettre d'un côté de lire les réactions défensives de Vettori pour trouver ses ouvertures. C'est là où il excelle d'ailleurs, Israel Adesanya. Mais en plus de ça, plus il feinte, plus Vettori va être sur de la réflexion défensive et pas sur de la réflexion offensive. Ça veut dire qu'il va se dire « Oh, il faut que j'esquive. Oh, il ne faut pas que j'encaisse. Oh, il ne faut pas que j'encaisse. » Parce que quand on est face à un striker de ce niveau-là, on n'a pas envie d'encaisser. Donc on va évidemment beaucoup plus réagir aux feintes. Et quand on réagit aux feintes défensivement, on ne va pas spécialement penser à « c'est le bon moment pour casser la distance ». Surtout qu'on va plus facilement casser la distance contre quelqu'un qui engage vraiment dans une frappe, qui va planter son poids dans le sol, qui va envoyer sa frappe. Si on l'esquive, on sait casser la distance. Si le mec feinte, il est léger sur ses appuis, il recule un tout petit peu et à ce moment-là, tu avances pour casser la distance, tu te retrouves dans un range parfait pour lui pour contrer. Donc clairement, Adesanya doit jouer ce jeu de feinte, overload le système de réflexion, le cerveau de Vettori avec des feintes et avec des vraies attaques de temps en temps et travailler des angles. Non-stop, travailler sur des angles. Un striker comme Adesanya qui a appris tard le MMA et qui a, techniquement il est bon en lutte, mais il a clairement pas le niveau d'un lutteur qui fait ça depuis qu'il a 4 ans. Quand tu es un striker comme Adesanya qui a un super bon jeu de jambes,
Je pense que c'est plus intelligent, et c'est ce qu'il fait, selon moi, de ce que j'ai étudié. C'est plus intéressant de continuer à travailler ce jeu de jambes pour être chaque fois à une mauvaise distance ou sur un mauvais angle pour l'adversaire, pour la lutte de l'adversaire, plutôt que de chercher à rester sur son angle, accepter l'entrée en lutte et défendre à partir de là. Les meilleurs défenseurs, et Adesanya a une très bonne takedown defense, on va le voir juste après dans les stats. Je pense que le plus gros, l'élément clé de son système défensif en lutte, c'est son jeu de jambes plus que sa technique. Il a un tellement bon jeu de jambes que ses adversaires shootent soit de loin, soit sur un mauvais angle, ce qui lui permet de soit désengager, soit avoir une entrée en lutte qui est fort basse sur ses appuis, ce qui lui permet de facilement chercher l'underhook et sortir de là. Et c'est vraiment ça qui fait son excellence en défense de lutte, plus que sa technique pure. Je pense qu'une fois que si quelqu'un arrive à bien casser la distance en gréco contre lui, c'est là où on a le plus de chances de le voir se faire amener au sol. Clairement, on est dans un combat technique pour Adesanya contre Bulldozer Power pour Vettori. Donc, est-ce qu'il a autant de force pure que Jan Blachowicz? Je ne pense pas. Est-ce qu'il en a suffisamment pour appliquer le même game plan et commencer à s'imposer plus tard dans le combat? Potentiellement. La grande question, je prends mes notes, hein. La grande question, est-ce qu'il doit aller chercher Adesanya? Je vais prendre plusieurs exemples. Gastelum, il est allé beaucoup chercher Adesanya et il a souvent bien touché sur des directs, sur des high kicks, ce genre de choses, en surengageant, en allant le chercher, puisque Adesanya, il aime bien sortir au centimètre près. Ce qui fait que de temps en temps, s'il évalue mal, il va encaisser un coup. Et c'est arrivé contre Gastelum. Contre Whittaker, ça a joué contre Whittaker, mais pour Adesanya. Mais quand tu regardes au ralenti, il y a des moments où Whittaker s'est passé à ça, vraiment. Alors on sait, le MMA, c'est un jeu de centimètres. De temps en temps, j'ai l'impression qu'Israël Adesanya, il joue avec le feu. Et qu'en allant le chercher, on peut vraiment le toucher. Mais en allant le chercher, on prend aussi un énorme risque de finir comme Whittaker ou de finir comme Paulo Costa. Donc là aussi, c'est des spéculations. Vettori, est-ce qu'il doit aller absolument chercher son direct du gauche quand Adesanya est en droitier? Est-ce qu'il doit vraiment aller surengager? Surtout que Vettori, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il bouge pas beaucoup son corps. Donc c'est pas quelqu'un qui va aller à l'extension totale de ses capacités d'allonge. Il va juste frapper fort et frapper court, ce qui lui permet aussi d'avoir un retour plus rapide pour pas se faire contrer. Il y a un pour, il y a un contre. Le contre, c'est que il va moins couvrir de distance avec cette technique, alors qu'il est déjà petit pour la division. Par contre, le pour, c'est qu'il revient vite à sa mâchoire pour éviter de se faire contrer du côté où il envoie sa frappe. Finalement, pour Adesanya, le gros conseil, c'est envoyer quand même un peu plus de volume que ce qu'il n'avait fait dans le premier combat, parce que c'est potentiellement ça qui lui a coûté le premier round aux yeux de Chris Lee, même si je ne donne pas du tout raison à Chris Lee. Effectivement, Adesanya, de temps en temps, il a cette tendance à mettre peu de volume, à penser qu'il a touché suffisamment pour prendre le round, mais voilà, dernièrement on voit quand même pas mal de décisions litigieuses et je me demande si c'est pas dans son intérêt de mettre un tout petit peu plus de volume pour un peu plus sécuriser les rounds, et justement ça pourrait faire comme contre Costa, c'est-à-dire qu'il va mettre suffisamment de volume pour faire complètement savoir à Costa que Costa est en train de perdre le round et forcer justement son adversaire à surengager et à venir chercher les rounds, parce qu'en tant que champion, tu peux faire ça stratégiquement. Où est-ce qu'on en est? On va voir les stats. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans les stats ici? Ça enregistre bien. Oui, ça fait 14 minutes. On va faire une petite pub et on passe aux stats. Alors, en termes d'expérience, 2h40 dans la cage contre 2h28. Pas de grosse différence. Évidemment, Adesanya, gros striker. C'était beaucoup plus élevé avant son combat contre Blachowicz. Je pense qu'on dépassait les 90, on dépassait les 90%. Évidemment, quand c'est en grappling, c'est souvent lui qui se fait contrôler et lui a très peu de contrôle, parce que généralement, quand lui a le contrôle au sol, il va préférer se relever. Vettori, presque un tiers, deux tiers, donc presque deux tiers d'échange debout, un peu plus qu'un tiers au sol, et il a quand même pas mal de contrôle dans les échanges au sol. Un peu comme Blachowicz,
C'est bizarre, c'est une coïncidence. Je ne veux pas faire la comparaison parce que c'est le dernier adversaire d'Adesanya, mais quand j'avais analysé Blachowicz, j'avais dit que il a un très bon sol, mais il a un sol moins technique qu'intelligent. C'est quelqu'un qui comprend le sol, qui va pas avoir la technique parfaite, mais qui a la logique parfaite et qui utilise beaucoup de force pour combler peut-être ses légères lacunes techniques, mais ça lui permet d'obtenir pas mal de choses. Et Marvin Vettori, on l'a vu pas mal de fois se retrouver dans des situations un peu délicates, dans des faux scrambles. Donc c'est pas les scrambles explosifs comme on voit en flyweight, mais des positions qui sont pas prises par l'un comme par l'autre et qui va power through it, qui va utiliser sa force pour prendre la position dominante plus que la technique. Donc de temps en temps, il privilégie la force à la technique, mais il le fait de manière intelligente, il le fait chaque fois au bon moment. Comme je disais, Adesanya, pas spécialement en haut volume de jeu, belle précision, il touche une fois sur deux. Il utilise beaucoup de feintes, donc je ne sais pas si les feintes seront comptabilisées ici. En tout cas, à mon avis, partiellement oui, partiellement non. Et défensivement, très intéressant évidemment, une bonne défense. Ses adversaires osent moins envoyer que lui n'envoie et ses adversaires le touchent beaucoup moins que ce que lui ne touche ses adversaires. 1,40 de différence par minute, c'est quand même très très élevé. On n'en est pas à Hakim Dawodu ni à Conor McGregor en termes de différence, mais c'est une stat très intéressante. Alors Marvin Vettori, comme je dis, plutôt un bulldozer qui avance en ligne, qui met beaucoup de pression, ce qui fait que autant lui que son adversaire envoie beaucoup de frappes par minute. On est à une frappe toutes les 5 secondes de part et d'autre pour son adversaire comme pour lui. Et par contre, ça c'est étonnant. Honnêtement, quand je regarde Marvin combattre, j'ai pas l'impression que défensivement il soit tip top. Et pourtant, il a une meilleure statistique en pourcentage que Israel Adesanya. Il bloque beaucoup. Je pense que c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas ouf, mais il bloque beaucoup de coups et c'est très efficace. Il a un système défensif qui est relativement efficace. Offensivement, il est en pourcentage moins bien que Israel Adesanya, mais il touche plus en absolu, évidemment. Donc s'il arrive à imposer, comme je le disais pour Ned Diaz, s'il arrive à imposer son volume plutôt que celui de Israel Adesanya, ça va aussi lui permettre de trouver des ouvertures, à mon avis, en grappling. Alors c'est important, parce que je dis Marvin Vettori, puissant, il frappe lourd, etc. Vraiment pas beaucoup de knockdown, vraiment pas beaucoup. Je crois qu'un seul, c'était contre Jack Hermanson, très très beau d'ailleurs. Par contre, Israel Adesanya, on le voit pas comme quelqu'un de puissant, 2,67%, c'est pas mal du tout. C'est la précision, c'est le timing. Precision beats power, timing beats speed. Merci Connor. Alors évidemment, Adesanya, il cherche pas à grappler. Marvin, beaucoup plus, avec un pourcentage assez intéressant. Je vais passer ça assez rapidement parce que de toute façon on les a déjà vus combattre, donc on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Et voilà, ici défensivement 82% de défense, et ça considère sa stat en light heavyweight, donc c'est bien descendu depuis Blachowicz. Si on enlève Blachowicz, c'est encore plus élevé cette défense. Il se fait amener au sol même pas une fois par 15 minutes, alors qu'on essaye plus d'une fois, environ une fois toutes les 3 minutes de l'amener au sol. Donc statistiquement, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai l'impression que limite les deux seuls qui l'ont amené au sol dans sa carrière, c'est Marvin Vettori et Blachowicz. Je me trompe certainement parce qu'on l'a vu sur son dos contre Gastelum aussi. Mais voilà, en gros, on sait qu'il a une bonne défense, on sait que Marvin l'a déjà amené au sol. Alors celle-ci, on ne va pas regarder du tout, puisque voilà, on voit, je sais que tout est possible, mais je ne vois pas Israel Adesanya shooter sur un takedown et amener Vettori au sol. Si Israel Adesanya se retrouve au-dessus de Marvin Vettori, c'est soit sur un scramble, mais plus probablement sur un knockdown. Alors, j'ai pas préparé beaucoup de séquences, j'en ai préparé qu'une. Pourquoi ? C'est très simple. J'ai analysé Adesanya il n'y a pas longtemps quand il combattait contre Blachowicz et j'ai analysé le petit ami italien quand il combattait contre Kevin Holland. Donc j'invite tout le monde à juste aller revoir les anciennes vidéos pour en savoir plus sur ces combattants. De toute façon, on les connaît très bien. Je vais juste montrer cette séquence que j'avais déjà montrée dans mes anciennes vidéos. Ce que j'en parle souvent. Gaucher contre droitier, garde ouverte. On va généralement chercher à frapper avec le côté ouvert, c'est le côté plus fort, donc on va essayer d'aligner le bras arrière avec sa cible ici. Et pour ce faire, il faut que le pied avant soit sur l'extérieur de celui de l'adversaire. Donc ici, Marvin Vettori va déplacer son pied droit vers la droite. Hop, ici on a une très bonne position. Les pieds sont l'un à côté de l'autre, ça veut dire que même si il n'allonge pas complètement, il va toucher. Et sa main va pouvoir aller toucher sa cible.
Pas superbe. Alors, ça, j'en parle souvent et je vais en parler maintenant de nouveau. Je sais plus c'est pour qui j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, qui était très en place défensivement. Parce que quand il... Ah, bah, c'était Pejic qui a combattu contre Saladin Parnasse. Quand il envoie son direct, sa main opposée est à sa mâchoire. Et je le dis, même au plus haut niveau, même à l'UFC, et on le voit ici avec Vettori qui a un title shot, et ça arrive même dans des très bons strikers du MMA, même Conor McGregor, c'est le meilleur exemple, il surengage sur ce direct et sa main, qui est supposée être sa main défensive, est en mode karaté qui protège plus les côtes que la mâchoire. Ici, pareil, hein, on a la main qui est ici, hein, de Vettori, je ne vois pas à travers lui, mais l'angle, ça fait ça à peu près. Sa mâchoire est complètement ouverte. Donc on a vu un Israel Adesanya de plus en plus à l'aise avec ses check hooks. Je ferai très très gaffe à ça. Je pense que Israel Adesanya, c'est le genre de truc qu'il va voir en contre. Alors pourquoi je montre ça? Parce que je parle souvent de cet angle avec le direct. Adesanya a montré deux chouettes options. Et donc, comme je dis, ma chaîne, c'est pour analyser les combats, mais c'est aussi pour donner des techniques à des combattants ou des coachs qui regarderaient la chaîne. Quand j'ai vu ce combat, j'ai retenu ces deux techniques, j'ai fait un cours là-dessus directement le surlendemain parce que j'ai vraiment adoré. Donc ici on est en garde fermée, Gastelum gaucher, Israel Adesanya droitier. Gastelum prend l'angle dominant, vous voyez le pied ici sur l'extérieur. Il va faire son double step habituel, bon il trébuche un peu certes, mais bref, c'est pas ça l'important. Ici il a l'angle dominant, il vient envoyer son direct et Adesanya va faire un peu comme Saladin Parnasse, c'est-à-dire qu'il va faire une rotation d'une trentaine de degrés avec sa jambe arrière en esquivant plus ou moins. Bon là il encaisse un peu mais il roll with the punch, c'est-à-dire qu'il accompagne le coup. Et grâce à son changement d'angle, sa ligne d'attaque est, je ne vais pas dire perpendiculaire, hein, mais on a un angle assez intéressant. On n'attaque pas en ligne, on attaque sur un angle quasi droit, la position T dont je parle souvent. Donc ici, de temps en temps, parce que on fait souvent cette erreur de dire, voilà, en garde ouverte, celui qui a le pied avant sur l'extérieur du pied avant de son adversaire, c'est celui qui a l'angle dominant et qui va gagner le combat, etc., etc. À très bas niveau, oui. Enfin, pas pour dénigrer, mais à bas niveau, oui. À haut niveau, il y a des techniques justement par rapport à ça. Parce que si maintenant les deux combattants cherchent juste à gagner l'angle dominant, ça devient nul le MMA, on est d'accord. Donc il y a plusieurs niveaux au striking, hein, c'est ce que Israel Adesanya aime beaucoup dire. Donc ça, c'est une option. L'autre gagne l'angle dominant, c'est pas grave, on l'accepte, on change d'angle et finalement on crée le T. Donc c'est nous qui avons l'angle dominant, surtout si on arrive à esquiver avant. Donc ça, c'est un contre délayé. D'ailleurs, ça score le knockdown, hein. Deuxième option, et ça je l'adore vraiment. Donc ici, de nouveau, hein, le pied de Gastelum sur l'extérieur. Il va prendre son step en gardant le pied vers l'extérieur. Il se dit, waouh, cool, je vais pouvoir envoyer mon direct. Hop, et là, on a même un step vers l'avant et vers l'intérieur de Israel Adesanya qui va faire un spin ici. Pap. Donc ça, c'est vraiment une question d'angle, hein. Si le pied d'Adesanya est sur l'extérieur, son coude, il sera envoyé ici, elle n'a rien à voir. Donc cette séquence, c'est vraiment une question d'angle, c'est vraiment très intelligent. Il sait que Gastelum cherche ce pied vers l'extérieur. Deuxième option, je tourne mon dos, je m'en fous, et boum. D'ailleurs, on le dit souvent, hein, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent quand on est en garde fermée et qu'on se déplace vers le dos de l'adversaire, il faut faire gaffe au spinning back fist, au spinning elbow, et là on contre, au spinning wheel kick, et là on contre évidemment au spinning elbow. Hein, donc ça touche bien. Et voilà, c'était juste cette séquence-là que je voulais montrer parce que, comme je le disais, là, c'est pas pour illustrer les combattants, on les connaît très bien, je les ai déjà analysés sur la chaîne. Je viens de faire une analyse aussi de ce qui s'est passé depuis leur premier combat, enfin, ce qui s'est passé à leur premier combat, comment ils peuvent adapter leur jeu, etc., etc. Donc, ça, c'est juste pour montrer que le MMA, ça va très, très, très loin dans la réflexion. Ça peut aller très, très loin. Bref, je fais une petite pause, une petite pub, et puis je reprends pour les game plans. Eh ben, on va aller très rapidement pour les game plans. Du côté d'Adesanya, punir les entrées. Vettori va vouloir casser la distance, c'est clair et net. Adesanya doit refuser ça. Il y a deux options pour refuser. Changer d'angle, désengager, reprendre le centre. Deuxième option, punir. Comme il l'a fait contre Derek Brunson. Frapper pendant l'entrée, contrer et stopper l'attaque surtout. Ça ne doit pas être un contre et je touche mon contre mais je me fais bloquer à la cage. Ça doit être un contre qui arrête l'élan de Vettori et après sortir. Travailler en mouvement,
tant qu'il est en mouvement, étant donné que Vettori est très, très linéaire et qu'il ne passe pas de gaucher à droitier, il doit faire en sorte que Vettori le suive dans la cage. Et alors là, il peut faire ce que je dis souvent, la spécialité de Teisumov, faire en sorte d'amener ton adversaire là où tu veux, t'arrêter au bon moment pour envoyer le contre. Créer des pièges à son habitude, envoyer beaucoup de feintes, j'en ai déjà parlé, et marquer des points comme contre Costa et contre Romero. Tu marques des points, surtout en début de round, ça force l'autre à faire des erreurs, ça force l'autre à venir chercher le round, à surengager et à faire des erreurs qui créent des ouvertures pour quelqu'un comme lui qui a une si bonne lecture du jeu. De l'autre côté, Vettori, c'est une question de distance. Tous les combats, c'est une question de distance et angle. J'en parle dans mon livre, je pense, acheter mon livre. J'en parle très souvent. Si tu envoies les plus belles techniques à 10 mètres de ton adversaire, ça ne sert à rien. Et si tu es meilleur que ton adversaire, mais il est toujours dans ton dos, il va te frapper, tu dois d'abord te tourner pour le frapper. Okay, donc, j'exagère pour illustrer. Donc les angles, ça a une grande, grande importance. Clairement, il ne peut pas aller titiller Adesanya sur les angles. Lui, il travaille beaucoup en ligne. Adesanya, il travaille beaucoup sur les angles. S'il veut empêcher Adesanya de travailler ses angles, il doit lui mettre une full pression de dingue. Donc c'est plus sur la distance qu'il va pouvoir jouer, qu'il aura un coup à jouer plutôt que sur les angles. Il doit être soit all the way out, soit all the way in. Il doit pas, comme je le disais, il ne doit pas être un punching bag et rester à kicking range. Soit il est all the way out, donc au karaté range, donc à une distance où même Adesanya doit faire un pas vers l'avant pour le toucher. Ça a un double avantage. C'est un avantage, il est safe, il ne peut pas se faire toucher, il n'est pas dans un échange en pied-point contre quelqu'un de plus expérimenté et plus compétent que lui. Encore une fois, prenez ça avec des pincettes. Quand je dis compétent, ça ne veut pas dire que Adesanya gagnerait 100 fois sur 100 en pied-point, tout est possible, mais clairement sur papier il est plus compétent. Si on est à une distance où ni l'un ni l'autre peut le toucher, c'est une safe zone comme on s'appelle, et en plus le deuxième avantage c'est qu'il ne va pas mordre aux feintes, puisque si Adesanya feinte en étant trop loin, il ne doit pas réagir pour esquiver la frappe parce qu'il est trop loin. Il faut que Adesanya fasse un pas, puis feinte, et là ça lui donne un temps de réaction. S'il veut faire le même pas qu'Adesanya vers l'arrière, la feinte servira de nouveau à rien. Et dès le moment, donc soit on est all the way out, et dès le moment, en fait c'est ça, il doit faire en sorte que soit quand lui initie, il passe cette distance de kick et il arrive en distance d'anglaise ou de pied-point. Pour ça, encore une fois, je le répète, c'est mieux si Adesanya est contre la cage. Soit il force Adesanya à avancer, j'en parle beaucoup de ça, je sais. Soit il force Adesanya à avancer, et dans ce cas-là, il a deux options. Soit il recule pour garder cette distance safe, soit il avance pour rencontrer à une distance où lui est plus à l'aise. Ou en tout cas, où lui a quelque chose à faire. Il doit absolument éviter ce kicking range. Pour moi, il doit être patient. Il a deux options. Ici aussi, il a deux options. On sait qu'Adesanya, il met un peu de temps à rentrer dans un combat. Il a besoin de lire son adversaire. Alors ici, ils ont déjà combattu il y a plus de 3 ans l'un contre l'autre. Donc est-ce qu'il a retenu toutes ses lectures, etc. Peut-être pas. Donc soit il est patient et il se souvient du premier combat où il commençait et il a bien analysé contre Jan Blachowicz, où il sent que dès qu'Adesanya commence à un peu fatiguer, c'est là où il y a des grosses ouvertures en lutte. Donc soit il est patient, il mord sur sa chic les 2 premiers rounds et puis il doit absolument commencer à prendre à partir du 3e, soit il prend un méga risque et il fout une pression dès le début avant même qu'Adesanya ait pu lire son rythme, sa vitesse, etc. Il peut faire un bull rush pour moi. Il peut prendre le risque de mettre la pression du tout début pour que Adesanya ne s'installe jamais dans le combat. C'est un peu un pile ou face, mais on a déjà vu des pile ou face qui ont bien payé. C'est tout pour moi. Merci à tous. Le petit like, s'abonner si ce n'est pas fait, le petit commentaire, partager. Pride or Die, moins 15% avec le code Chris15, si la marque vous plaît. Franchement, j'ai déjà dit, les designs, on aime, on n'aime pas. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Par contre, la qualité, ça se discute. Et ça fait longtemps que j'ai ces t-shirts, je les lave tout le temps. C'est vraiment une bonne qualité. Et puis, ça donne bien, ça fait bien sortir les biceps et tout, alors que je m'entraîne plus. On a l'impression que je m'entraîne encore. Bref, merci, bonsoir, bonne nuit.